Aujourd'hui, on va voir deux mouvements, la West Coast et puis le Third Stream. Deux mouvements qui ont certains points communs, mais aussi de bonnes divergences. La West Coast, à peu près de 1949 à 1958, c'est un mouvement qui est apparu, comme le nom l'indique, sur la côte ouest américaine. Les musiciens qui ont participé à ce mouvement avaient pour la plupart une formation musicale assez élaborée. Avec la West Coast, on sent des acquis du bop, mais avec des sonorités un petit peu plus douces, feutrées, atmosphériques. Une sonorité insouciante. Les caractéristiques de la West Coast par rapport au cool sont relativement floues. Est-ce qu'on peut dire que c'est du cool jazz joué à LA, à Los Angeles? D'une certaine façon, dans certains cas, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'importance des arrangements. On pense ici notamment aux musiciens de Stan Kenton et des arrangeurs qui ont tourné autour de l'orchestre de Stan Kenton. Ce sont tous des gens qui se sont détachés en différentes formations et qui ont eu une influence assez grande sur la côte ouest. Ce qui est assez caractéristique aussi de la West Coast, c'est l'utilisation d'instruments un peu inusités pour le jazz, que ce soit la flûte, le cor, le hautbois. C'est aussi un incubateur de diverses tangentes que vont prendre des gens comme Jerry Mulligan, Dave Brubeck, Jimmy Giuffre, Art Pepper. Donc, c'est un mouvement, mais c'est aussi davantage une période qui a vu éclore des individus, des musiciens avec des personnalités très fortes. Pour ce qui est de la Third Stream, c'est apparu environ en 1955 jusqu'en 1965, ces dates-là étant toujours un peu floues. Dans ce cas-ci, c'est encore une fois des musiciens qui ont des formations musicales solides, souvent des gens qui s'intéressent beaucoup à la composition. Il y a une recherche ici de fusion entre le jazz et la musique classique contemporaine. Il y a déjà eu des expériences qui vont en ce sens, je pense à Duke Ellington, au ragtime, à George Gershwin aussi. On peut penser aussi à Woody Herman, Bob Grettinger, qui est un cas à part, très peu connu, mais qui a fait des arrangements qui frisent la composition contemporaine, tellement que c'est original. Ce que je vous conseille d'écouter pour bien comprendre le mouvement Third Stream, c'est des gens comme, justement, comme Bob Grettinger, John Lewis, Gunther Schuller, Ron Blake, George Russell, qui est un musicien vraiment extraordinaire, Jimmy Giuffre, Lee Konitz, tous des musiciens dont je vais parler. Et plus tard, des gens comme Anthony Braxton et Coleman. Et même Brubeck d'une certaine façon. Donc, pour tous ces musiciens-là, il y a une recherche d'équilibre entre l'improvisation et l'écriture. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en musique classique du 20e siècle, les compositeurs ont fait le chemin inverse d'une certaine façon, c'est-à-dire que dans leur recherche compositionnelle, ils se sont intéressés au jazz. Alors qu'en jazz, il y a des musiciens qui par affinité se sont intéressés à des éléments de la musique classique du début du 20e siècle et même du milieu du 20e siècle. C'est comme si deux chemins se rencontraient. Parmi les musiciens importants, il y a Jimmy Giuffre, qui est né en 1921 au Texas, qui joue de la clarinette, du sax et de la flûte. Il est décédé en 2008. Il a été influencé par des compositeurs et des musiciens un peu à part comme Lenny Tristano et George Russell. Avant ça, il a joué avec Woody Herman, Paul Blaze, Steve Swallow, Shorty Rogers, Shelly Manne et Jim Hall. Il a étudié la composition. Il a fait des arrangements pour Big Band. Giuffre est un musicien phare de la West Coast, mais il a aussi participé au Third Stream.
et au free jazz. Comme plusieurs de ces musiciens de cette décennie foisonnante du jazz, c'est-à-dire qu'ils ont touché à deux, trois, parfois plus de mouvements. Jimmy Giuffre a toujours abordé les esthétiques de ces mouvements-là d'une façon très personnelle. Il a pavé la voie aux musiques improvisées et d'une certaine façon, il a beaucoup influencé les musiciens européens, en particulier ceux qui ont opté pour un jazz de chambre que certains nomment le style ECM du nom du label allemand. Giuffre, avec Paul Bley, a développé une esthétique où ce qui est important, c'est les nuances, les subtilités. Les mélodies sinueuses sont mises de l'avant. Et surtout un grand sens de l'écoute. Il faut absolument écouter deux albums qui ont été faits, je pense, à 25 ans d'intervalle. A Life of a Trio, avec ces deux musiciens, ainsi que Steve Swallow. Un autre musicien important, c'est Gerry Mulligan, qui est né en 1927 et mort en 1996. Il est né à New York, c'est un saxophoniste baryton. Il joue aussi de la clarinette et du piano. Il a aussi eu des études classiques. Il a été influencé notamment par Lester Young. C'est un excellent arrangeur, notamment pour Miles Davis, pour Stan Kenton. Il a un style contrapuntique qu'il utilise aussi dans des formations avec moins de musiciens. Ça devient même sa marque. Il fait 3 arrangements dans l'album Birth of the Cool. De là, parfois, la difficulté pour discerner le cool et la West Coast. C'est de voir que ces musiciens-là se sont promenés géographiquement parlant, mais esthétiquement parlant aussi. C'est un pionnier des quatuors sans piano. Il a joué beaucoup avec Chet Baker dans des formations où il y avait souvent une trompette, un sax, contrebasse et batterie. Donc on se passait d'instruments harmoniques. Il n'y avait ni piano ni guitare. Gerry Mulligan a su servir d'écrin au jeu de Chet Baker. Il a beaucoup enregistré avec ce grand trompettiste. Et à chaque fois qu'il jouait avec Baker, on sentait des contrepoints très sentis, vraiment bien pensés. Gerry Mulligan a joué avec tous les grands noms du jazz, que ce soit Miles Davis, Stan Getz, Zoot Sims, Mingus, Dave Brubeck aussi, Paul Desmond. Il a un jeu très souple et aéré, et ce qui est quand même assez rare pour ceux qui pratiquent le sax baryton. Il a aussi joué en solo des concertos pour orchestre d'œuvres écrites pour lui. Donc on voit que c'est un musicien aguerri qui a une palette assez large. J'ai mis plus bas des liens, des suggestions d'écoute, notamment avec Shorty Rogers, Marcion Bossa Nova, où vous allez pouvoir entendre Shorty Rogers au flugelhorn, une sorte de trompette un petit peu plus grosse, avec des tonalités un petit peu plus sombres. Alors vous allez voir ici que la Bossa Nova, elle est juxtaposée à une structure de blues. C'est un bel exemple d'équilibre et de métissage décontracté et astucieux. C'est très West Coast dans l'esprit. Un autre lien, c'est Dave Brubeck, une pièce qui s'appelle 40 Days. Et peut-être qu'en écoutant ça, ça va enlever certains préjugés à des personnes qui pensent que Brubeck, c'est un jazz plus commercial. Donc, vous écouterez le soin de la composition. Et puis, bien sûr, la sonorité de Paul Desmond, qui est un saxophoniste très subtil. Et puis, par moments, Brubeck se permet des accords de piano relativement dissonants. On sait que Brubeck a une formation classique en composition aussi. C'est un monsieur qui avait une palette large. C'est certain qu'à un certain moment donné, il est allé dans une direction un peu plus, avec une musique un peu plus plaisante, mais c'est quand même une personne qui est capable de sonorités plus profondes et sombres, je dirais. L'autre extrait, c'est Lenny Tristano avec Wayne Marsh et Lee Konitz. Ça a été enregistré en 1964. C'est des musiciens qui sont vraiment à l'aube de l'avant-garde. Je vous laisse découvrir par vous-même la beauté de cet extrait. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas oublier Bob Grettinger, qui est un oiseau rare du jazz. L'extrait ici de City Glass, qui n'est pas joué par lui, mais par un autre big band, celui de David Quicksilver. C'est un arrangeur vraiment extrêmement à l'avant-garde par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'est peut-être un peu la quintessence du third stream, pour ne pas dire une sorte de third stream radical.
Je vous propose l'extrait joué par le trio de Jimmy Giuffre et la pièce The Train and the River, avec ici un guitariste et un tromboniste. C'est une instrumentation qui supposément a été inspirée de Aaron Copland, le compositeur américain qui a fait la musique contemporaine à son époque, dans les années justement 50. Écoutez entre autres l'interaction entre les trois solistes. Il y a à la fois un retour au style New Orleans et une préfiguration du jazz plus moderne. Vous allez entendre aussi un ostinato de la guitare sur un accord de Ré7, donc un accord qui sonne un peu comme ceci, là. Ce qui est magnifique aussi dans ce trio, c'est ce que les anglophones appellent le interplay, c'est-à-dire l'interaction très soutenue, tissée serrée entre chaque musicien, comme s'ils ne faisaient qu'un. Et ça, c'est typique de Jimmy Giuffre et surtout de ses acolytes. L'autre extrait, c'est Shelly Manne, Ray Brown, Hampton House et puis Bob Cooper. La pièce Milestone, ça a été joué en 1970. On entend dès le départ un solo de la batterie qui est plutôt mélodique, pensé un peu comme une contre-mélodie. C'est aussi intéressant de voir le très beau walking du contrebassiste, vraiment très maîtrisé. Il y a un solo de saxophone construit avec de très longues phrases qui pourrait nous ramener au bop, mais en même temps, l'esprit est plus feutré. Encore une fois, c'est très West Coast. Mais ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme Lester Young le faisait à l'époque du swing, c'est que le solo de sax fait, de par son côté un peu plus velouté, fait contraste avec l'accompagnement plus vigoureux des acolytes. Vous allez entendre aussi que le pianiste s'éloigne parfois de la grille d'harmonie, donc la succession d'accords. C'est-à-dire qu'il va jouer un petit peu out. Alors, le pianiste Hampton House, il aime bien développer des petits motifs qui deviennent de plus en plus élaborés. Son son est davantage hard bop que West Coast dans ce cas-ci. Le solo de la contrebasse est très souple, avec un son très rond. Et puis finalement, je vous invite à écouter la variété des sonorités du batteur. L'autre extrait, c'est Jerry Mulligan avec Bob Brookmeyer, une pièce qui s'appelle Open Country, jouée dans les années 50. Ici, il y a un style clairement contrapuntique. Il n'y a aucun instrument harmonique, comme je le disais tantôt. Le son du baryton est vraiment très feutré, très cool dans l'esprit. Il y a beaucoup de contrepoints dans les accompagnements. Il y a beaucoup de chromatisme. Alors, une succession de demi-tons. Il y a aussi un extrait avec Jerry Mulligan et Chet Baker, Line for Lions, avec un style contrapuntique. Vous allez pouvoir l'apprécier. Et puis finalement, l'autre extrait, c'est Lee Konitz avec Wayne Marsh, joué en 1954. On sent que l'exposition du thème est très écrite, tout en étant très swing. Il y a un solo de mélophone, qui est un instrument peu usuel. C'est un corps à 3 pistons de fanfare, dont les positions des pistons sont entre celles du corps et celles de la trompette. Chez Wayne Marsh, il y a un mélange de rigueur rythmique et de souplesse, d'articulation et d'ornementation. Chez tous les solistes, il y a un grand sens de l'articulation. C'est-à-dire que les phrases sont bien découpées et puis elles sont bien amenées, sont bien construites, avec un souci de clarté. Les deux saxophonistes s'éloignent du son expressionniste propre au hard bop. Ils n'abusent pas de vibrato non plus, vous allez voir, mais ils créent des tensions par leur jeu ludique et libre. C'est ce qui fait leur originalité. Des Swedish Things. Pendant la West Coast, on n'hésitera pas à utiliser des standards plus convenus. C'est quand même une musique qui aime bien séduire. Peut-être à cause du fait que c'est une musique qui s'est développée dans la côte ouest américaine avec cette espèce-là d'esprit d'insouciance qui prévalait à l'époque. Dans la pièce du trio de Jimmy Giuffre,
Vous allez voir que le solo de Giuffre tourne autour de Ré mixolydien et de Ré blues. Même chose pour le trombone. Et ensuite, dans l'autre pièce, avec Shelly Manne et Ray Brown et Hampton House, le pianiste, vous allez entendre une progression modale typique, donc une sorte de balancement. Le mouvement de la basse, ça donnerait à peu près ceci. Puis si on le fait avec les accords. Pour ce qui est de la pièce These Foolish Things, c'est une pièce qui a été jouée bien avant la période du West Coast, pendant le swing notamment. C'est un mid swing en fa majeur. C'est un rhythm change, j'en ai parlé dans une autre capsule, où la succession d'accords se fait beaucoup par mouvement de quinte. Alors, il y a beaucoup de 2-5, là, comme on a joué assez souvent dans les autres capsules. Il y a aussi des accords augmentés. Et puis ensuite ceci. Et ensuite ceci. Et on reviendrait sur le 2-5. Mais plutôt que 2-5-1, il va faire 2-5 et il va vers un accord suspendu. C'est une pièce où il y a un beau dosage entre les accords plus reposants, les accords ambigus et puis les accords plus tendus. Mais il y a quand même pas mal d'accords de dominante à l'intérieur de cette pièce. Et il y a aussi une modulation. Donc au départ, on est en fa majeur et on va vers le la mineur, ce qui donne un peu ceci, là, donc fa majeur, et puis on va vers la mineur, etc. Donc on part de fa majeur, de ce choix de notes, et on va vers la mineur. C'est probablement plus un la mineur de ce type-là. Les accords augmentés amènent une certaine tension parce que la mélodie, elle, est très conjointe. On entend des... Alors, c'est une mélodie très conventionnelle, donc il y a assez peu d'écart d'une note à l'autre. C'est ce qui crée l'intérêt parce que dans la partie A', on va épicer un peu le discours en mettant les accords augmentés sur cette partie. Donc, ça donne... Dans la partie B, la mélodie n'est pas sur le premier temps, donc ça fait 1. Donc il y a toujours une petite attente. Il y a l'utilisation aussi d'un accord mineur majeur dans un enchaînement d'accords. Donc ici, ça donne... ce qui crée des voix internes intéressantes. On pourrait le jouer autrement. On pourrait le jouer comme ceci. Donc ici, il y a un jeu à l'interne